Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui. On va faire un petit tour sur Twitter, des choses très intéressantes. Total Energy, qui m'a été demandé, dont d'autres crypto-actifs également, GRT, CKB, avec grand plaisir, Pixie, d'en parler aujourd'hui. On parlera aussi de MyFinance, je sais pas comment on dit ça, c'est un stablecoin algorithmique qui est basé sur Matic, ce layer 2. Donc on va bien sûr en parler, collectarisé par Matic. Avec grand plaisir d'aborder tout ça, on a plein de choses à dire, plein de news qui sont passées, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise personnellement depuis des années, m'offre d'excellents résultats. Sur le moyen, long terme, je suis plutôt investisseur, bien qu'il y ait beaucoup de traders sur ce Discord, et on va parler avec des plus petites timeframes aujourd'hui, des choses très intéressantes. Merci, vous êtes extrêmement nombreux à avoir rejoint le petit salon Mid-Journée Création. Vous avez de très nombreuses créations qui sont extrêmement jolies. On a pas mal travaillé là-dessus, donc je vais en sélectionner une pour la vignette d'aujourd'hui. Celui ou celle qui aura été sélectionné gagne 25 USDT que j'envoie dès aujourd'hui sur une adresse publique TRC20. Donc tu viendras en MP si tu reconnais ta petite création sur la vignette d'aujourd'hui. Bah je t'envoie 25 USDT, ça te convient? Formidable. On va parler Bitcoin tout de suite. Sur des petites timeframes, on reste en daily actuellement. On vient de confirmer une divergence haussière cachée en daily, juste ici. Vous allez le voir avec moi, je vais revenir un tout petit peu plus haut. Ici, ça baisse, ici, ça monte. Clôture avec cette bougie ici d'hier qui a ravalé la précédente. Divergence haussière cachée confirmée. Nous sommes dans la tendance, on privilégiera donc les divergences haussières cachées et non pas les divergences baissières. Néanmoins, pour venir annihiler cette divergence haussière cachée, il faudra tout simplement venir clôturer une bougie à minima en daily en dessous des 22 300 $, tout simplement. Ce sera donc bear à ce moment-là et on pourrait éventuellement aller chercher des objectifs un peu plus bas. La petite boîte ici entre les 382 et les 0,5, voire retrouver une Kinjun ou une Tenkan sur notre avis Bitcoin en daily voire en weekly. On peut aussi aller les chercher et on va regarder ça d'ailleurs tout de suite. Pour l'instant, ça reste haussier, la tendance est haussière, la tendance. Et donc, notre ami, en H4, elle a déjà été confirmée hier, cette divergence haussière cachée. On l'avait vu avec Lux sur les héliotistes. Potentiel, dès lors, et c'est ça qui est intéressant en parlant de Lux, mais des héliotistes, il y en a beaucoup sur le Discord. Dès lors, bah, c'est peut-être une confirmation de 4 qui s'est mis juste ici. Alors, elle aura été extrêmement faible en termes de retracement, cette 4 si vous voulez, mais on peut la confirmer comme ça. Un bas de 4 peut être confirmé sur une clôture d'une divergence haussière cachée, daily, voire H4 confirmé, tout simplement. Voilà pour ça. Côté Ichimoku Kinkoyo, on est juste ici. On pourrait revenir chercher cette petite Kinjun juste là. Je suis toujours en daily. Faites très attention à ça parce qu'il faudrait y aller la chercher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous repartez 26 périodes en arrière, et ben vous êtes où en réalité? Ben vous êtes là-dedans. Donc demain, votre Kinjun sera probablement par là. Pour être tout à fait honnête avec vous, dès lors la Kinjun pousse le prix, généralement vers le haut. Donc on est actuellement dans la neutralité entre la Tenkan et la Kinjun. Est-ce qu'on prend une décision? Pas nécessairement, c'est toujours pareil, on va essayer de chercher des poches de liquidité complètement logiques qui se trouvent juste en dessous des précédents lots ici. Donc ce sera aujourd'hui qu'on devra faire peut-être potentiellement une attaque baissière, peut-être une reprise au niveau des volumes vendeurs, pas pour autant clôturer en dessous des précédents lots, pas forcément clôturer en dessous des 22 300 $, mais si on veut y aller, bah, ce serait potentiellement aujourd'hui, parce qu'après ça va pousser le prix, et généralement c'est ce qu'elle fait, la Kinjun, elle pousse généralement le prix dans la tendance. Au niveau du weekly, c'est exactement la même chose, si on vient à clôturer une bougie en weekly là, bah, partez du principe que ça va monter relativement fort. Donc on pourrait se retrouver, on va regarder ça d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. 9 périodes au niveau de notre Tenkan. Ok, non pas forcément. 26 périodes, on est où? Ici, oui, ça monte fort quand même, parce qu'on est ici actuellement. Donc potentiellement qu'on pourrait éventuellement monter. Donc on pourrait fortement pousser au niveau de notre Kinjun Tenkan. Donc ça ferait un truc un peu comme ça, et un truc peut-être un peu comme ça, par exemple. Faudra le regarder, le vérifier. Mais on pousse le prix, tout simplement. Donc le signal intégral, on en parlait, on a beaucoup rigolé avec un des membres du Discord. Il est passé dans un supermarché pour aller chercher du signal intégral. C'est un petit peu la même chose, fais attention. Brosse à dents électrique qui peut enlever jusqu'à 100%. L'objectif, c'est pas d'enlever les 100%, c'est de les gagner. Évidemment, même chez Laurent, on va plutôt aller chercher les 110%. On est en train de travailler, on peut éventuellement essayer de la passer et on pourrait aller chercher une Kinjun derrière, ça peut être super intéressant. Et évidemment, tout simplement, pas plus de choses à dire par rapport à ça, ça reste haussier, on reste confiant. RAS, pour le moment, on est en train de travailler sur une forme de consensus. Pourquoi? On va faire un petit peu d'order flow, vous le voyez comme moi, ici ça monte. Au niveau des open interest, ici ça monte, mais au niveau du CVD sur les contrats futurs, ici ça
ça stagne, voire ça baisse. Dès lors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une diminution au niveau des volumes. On le voit très bien au niveau des OBV, hein. Vous prenez l'USDT, même si vous prenez le BUSD ici, vous avez une toute petite décroissance, c'est relativement léger, mais vous avez en réalité cette décroissance et vous l'avez aussi sur le SDT, et si vous enlevez BUSD, on peut le faire comme ça, c'est même un tout petit peu plus franc d'ailleurs. Donc je ne sais pas si c'est trop traficoté, donc on voit une diminution au niveau des spots. En somme, il y a une diminution des volumes, sur les contrats futurs, une augmentation des open interest. Il n'y a pas de direction qui est encore prise. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement simple, hein. Ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont en train de se trouver, qui est en train de s'entasser, mais avec moins de volume, donc moins activement, si vous voulez, au sud, et des liquidations et des poches de liquidités qui se trouvent évidemment au nord. La tendance étant notre ami, il y a 51% de chance. On peut éventuellement essayer de faire des calculs savants pour voir au niveau des pourcentages. Je dis 51-49, donc vous avez 51% de chance qu'on vienne arracher au nord, et vous avez 49% de chance de venir arracher, entre guillemets, au sud et au nord, 51% de chance, Donc dès lors, choisissez votre camp. En somme, si vous réalisez ce play en plein milieu d'un range, qui n'est pas forcément la meilleure solution pour pouvoir prendre une position en long ou en short, bien évidemment, et c'est éventuellement d'aller chercher des poches de liquidité, que ce soit au nord ou que ce soit au sud. On a tendance à dire que le premier qui bouge perd. En somme, si on fait quelque chose comme ça, le premier qui bouge perd. Si on fait quelque chose comme ça, malheureusement, le premier qui bouge peut perdre également. Et on pourrait éventuellement aller chercher des hauts de 5 ou des extensions de 5 parce que dans le déni, tout le monde short parce que le premier qui bouge perd. Et vous comprenez un petit peu cette idée de psychologie et d'agissement au niveau des actions inversées qu'on peut éventuellement observer sur un marché. Néanmoins, la dynamique reste haussière. On pourrait potentiellement plutôt favoriser des longues ici dans la tendance, ni plus ni moins. D'autres choses à dire ? Je vais essayer de regarder sur mon petit papier. On va faire un petit tour sur Twitter. Je trouvais ça intéressant. J'ai partagé ça. Et on ira aussi sur un petit sondage que j'ai fait hier. Et merci d'avoir été nombreux à répondre à ce sondage. Ça m'aide par rapport à des travaux que je fais actuellement, que j'aimerais vous présenter dans quelques jours ou quelques semaines. Je vous en parlerai un peu plus profondément dans quelques temps. Royaume-Uni réfléchit à interdire l'épargne de ses CBDC. Si vous en voulez, alors c'est pour les dépenser. Tous les leviers sont bons pour pousser la dump monnaie. Donc la dump monnaie, c'est le retail généralement, ou le public si vous voulez, à consommer. Et j'avais remis ça, et je pense que c'est très important de le rappeler. En Europe, savez-vous qu'il y a 50% de la monnaie papier, donc les pièces et les billets, qui ne circulent pas. En réalité, c'est to the moon ou to the sous le matelas. 57% de la masse monétaire fiduciaire, papier et pièces, est actuellement conservée sous le matelas. Donc, vous l'avez dans votre portefeuille, potentiellement, vous l'avez dans un coffre-fort, vous l'avez sous le matelas, vous l'avez caché à travers les murs, ça représente beaucoup. Alors en France, c'est un peu rigolo parce que finalement on est peu à le faire, mais dans les pays de l'Est, c'est très fréquent, en réalité, et qui font partie de la zone euro et qui possèdent l'euro, si vous voulez, en termes de monnaie, pour pouvoir échanger le bien et les services. Donc, en somme, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Royaume-Uni, en somme, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais ça peut être intéressant s'ils le lancent avant tout le monde, pour voir comment ça va être pris, entre guillemets, par la population. Je peux vous le dire tout de suite, ce sera tout simplement pas pris par la population. Si on est obligé de se servir de ces monnaies numériques de banque centrale pour finalement les dépenser, probablement dans pour payer les impôts ou pour peut-être la consommation de tous les jours, ce sera pas payé, entre guillemets, parce que les montants seront colossaux pour pouvoir équiper tous les commerces et utiliser les monnaies de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale, par rapport entre guillemets à l'adoption de la population. Quand vous avez quelque chose de nouveau, l'objectif c'est de le conserver ou voire évaluer, si vous voulez, au niveau de sa valeur. C'est ça que vous faites en réalité, vous voulez vous protéger, vous voulez épargner. Et c'est pour ça, en fait, que Bitcoin a tant d'intérêt aujourd'hui, même si on peut penser que c'est un Ponzi ou que le fait que ce soit déflationniste, encore une fois, et que ce soit limité à 21 millions de Bitcoin, c'est incroyable. En réalité, c'est ça le coup de génie. Si on n'avait pas fait ça, soyez quasiment certain que Bitcoin n'aurait jamais eu, entre guillemets, l'intérêt ou l'engouement que ça a eu sur les précédents cycles haussiers. Donc après, oui, c'est très volatile, c'est très spéculatif, c'est très peu liquide, bien que ce soit quand même pas mal liquide aujourd'hui, 500 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Donc partez du principe qu'il y a des gros institutionnels qui se battent entre eux comme des fous pour pouvoir éventuellement en capturer un maximum et faire capituler et faire rentrer un minimum de retail, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, dans le train. Mais ça, c'est la loi des marchés financiers, comme vous pouvez bien sûr le comprendre sans problème. J'ai répondu aussi à un commentaire par rapport au gold, vis-à-vis de ce que je vous ai dit hier. Et on comprend pas, oui, vous avez raison, si j'avais acheté en 2011, j'ai gagné de l'argent en fait. Alors non, si vous avez en fait acheté en
pic 2011 au niveau du gold, en réalité vous avez perdu de l'argent. Et en fait vous en avez d'ailleurs perdu beaucoup de l'argent. On va reprendre au 2011 parce que j'avais pris nécessairement en fait le top ici de 2011. Si on revient aujourd'hui, on est exactement à l'équilibre. Vous voyez, on est arrivé au top de 2011. Donc vous allez dire, bah non, mes lingots d'or ont toujours la même valeur par rapport à 10 ans en arrière ou 12 ans en arrière. Et moi je vous ai montré par rapport à l'absence d'impression monétaire, donc le fameux M2 que vous avez juste ici, /M2 gold, /M2, voilà. Et en fait, si vous aviez éventuellement investi en 2011 dans le gold, vous avez perdu de l'argent vis-à-vis de l'inflation. Il faut juste comprendre quelque chose, parce que je comprends que ce soit difficile en fait à appréhender. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple pour comprendre. Aujourd'hui, vous avez besoin de plus de billets des banques pour acheter un lingot d'or. Oui, on a raison. En fait, si vous revenez, même ici, en 2015, etc., voire il y a 20 ans en arrière ou il y a 25 ans en arrière, en 2000, vous avez donc aujourd'hui besoin de plus de billets des banques pour acheter un lingot d'or. Oui. Mais si vous prenez des biens de consommation courante, je prends par exemple l'immobilier, je prends par exemple, qui est un petit peu moins vrai, mais l'automobile, j'essaie de prendre des choses un peu grosses, vous prenez autre chose, mais des choses qui sont... ou le luxe, par exemple. Prenez le luxe, prenez un sac Louis Vuitton ou j'en sais rien. Et ben vous prenez les prix de ces denrées-là, il y a 20 ans en arrière, et vous les collez aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui Hermès, t'as raison, mais aujourd'hui on est RT 2012, RT 2018, RT 2020, les matériaux sont plus chers. Eh oui, les matériaux sont plus chers, mais vous avez besoin de plus d'équipements pour pouvoir en fait répondre aux normes gouvernementales écologiques vis-à-vis de votre bien. Ouais, mais ça n'a pas triplé. Si vous prenez une baraque que vous avez achetée, pensez à vous si vous êtes jeune enfin poussez à vous quand vous êtes jeune vis-à-vis de vos parents. Combien ont-ils acheté leur maison? Et vous allez me dire, ouais, mais les taux étaient beaucoup plus grands. Oui, les taux étaient beaucoup plus grands, mais la croissance était bien plus grande également. Ok, on était sur une croissance à 12% il y a 20 ans. Et on avait des taux à 8% il y a 20 ans, je dis pas du tout le contraire. Donc tout en fait s'imbrique relativement parfaitement. Dès lors, il y a 20 ans en arrière, par rapport à aujourd'hui, vous avez besoin de plus d'euros ou plus de dollars pour acheter votre maison. Ouais, mais vous avez besoin, pour acheter votre lingot d'or, mais vous avez besoin aujourd'hui de plus de lingots d'or pour acheter votre maison ou votre voiture. C'est ça l'inflation. C'est quelle quantité vous avez besoin pour pouvoir vous offrir un bien ou un service. L'inflation, tout simplement. Dès lors, ceux qui ont acheté de l'or en 2011 sur le top, et en réalité, ils ne sont pas à l'équilibre. Vous avez perdu du pouvoir d'achat. Tout n'est que pouvoir d'achat. Quelle quantité j'ai besoin pour m'offrir mon bien ou mon service? Ni plus ni moins. Si vous avez acheté le top en 2011 au niveau du gold, vous n'êtes pas à l'équilibre. Vous avez perdu de l'argent, parce que vous avez besoin de plus d'or pour acheter votre maison. Ni plus ni moins. Je parle en France ou aux États-Unis, etc. Je vais peut-être dans d'autres pays, ça peut être déflationniste. Je ne dis pas du tout le contraire. Ok pour ça? Par rapport à la capacité d'engranger de la valeur d'une devise. Euro, yen, dollar. Par rapport à la livre libanaise ou par rapport à la livre turque, il n'y a pas débat, évidemment. Potentiellement que vous avez des bonnes opportunités à faire, outre frontières, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais je voulais juste vous réexpliquer ça pour vous remettre dans le contexte. Le nerf de la guerre, c'est pas la quantité que vous avez dans la poche, c'est votre capacité à pouvoir consommer. C'est ça, gagner de l'argent. C'est ça, gagner en réalité. Gagner du pouvoir d'achat. Corréler tout au pouvoir d'achat. À chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous faites un investissement, est-ce que peut-être que dans 10 ans, aujourd'hui j'ai besoin de, je vais dire une bêtise, j'ai besoin de 10 bitcoins pour m'acheter une belle maison en France. Est-ce que demain j'aurai besoin de 20 bitcoins pour m'acheter une belle maison au centre de la France, ou est-ce que demain j'aurai besoin que de 2 bitcoins pour acheter une belle maison dans le centre de la France ou en France? C'est ça, en réalité, le nerf de la guerre. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer dans la vidéo d'hier. Voilà. Pour ça, Jim Cramer, qui nous explique, encore hier, So the trader sold... non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Bref, je vais essayer de le retrouver. Bon, grosso modo, il expliquait qu'on avait vendu le bas d'Apple et qu'on est en train d'acheter plus haut. Non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, c'est cela. Allez, je vous le traduis, c'est juste formidable. Je répète que c'est un marché haussier. Ok, bon, bah c'est pas du tout ce qu'il disait il y a encore un mois et demi en arrière. Il suit la tendance. C'est à ce moment-là, en réalité, je vous replonge en 2008. Beaucoup étaient baissiers. Les marchés montaient. Il n'y avait pas encore cette ingérence au niveau de la planche à billets. De plus en plus d'analystes, de plus en plus de traders, de banques, de smart money étaient bullish en 2008. Jusqu'au top, jusqu'au nouvel ATH de 2008. Rappelez-vous vraiment de ça. Et peu étaient baissiers.
D'ailleurs, Tammy Cabage nous répète, quand il travaillait dans des petites startups à ce moment-là, de trading, etc., lui était baissier, ou dans une banque, je sais plus quand, mais il expliquait qu'il était baissier en 2008, et il l'avait vu arriver. Et en réalité, c'est absolument ce qu'il faut essayer de faire, mais plutôt en termes de psychologie inversée. Pourquoi ? Parce que tout le narratif nous explique que ça ne peut pas être haussier. Et je vous avais des news en ce sens-là. Prenez celle-ci par exemple. Hop, on va prendre là. Non, c'est pas ça. États-Unis. L'emploi montre que la lutte contre l'inflation prendra du temps, concède Powell. Bah oui, l'emploi est encore plus fort par rapport au consensus. Le taux de chômage a encore diminué aux États-Unis. On va pas reprendre les calculs. On prend des calculs qui sont linéaires dans le temps et on essaye de s'y soumettre. Alors que peut-être qu'il n'y a pas 3,4% de chômeurs aux États-Unis. Il y en a peut-être 13% des personnes qui sont en capacité, en âge de travailler, mais qui ne travaillent pas. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais il faut toujours traiter en fonction de ce que les opérateurs de marché traitent au niveau des données. L'objectif, c'est qu'on est tous la même et qu'on se repose sur la même. Et actuellement, ça nous aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est pas bullish. En réalité, logiquement, c'est plutôt bien pour les employés, mais pour l'inflation, c'est pas bullish. C'est ça qu'il faut comprendre. Deuxième petite news très intéressante, ça c'est Christine Lagarde, le courant ne passe plus entre les banques centrales et le marché. Ouais, mais revenez en réalité en arrière. C'est des choses qu'on a déjà vécues, ce type de choses. Rarement, mais on l'a déjà vécu. Ne pariez pas contre les banques centrales. Ne pariez pas contre la Fed. Dès lors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'orchestrer probablement je dis peut-être une bêtise, mais le fameux crash de tous les temps. Comment on fait ? C'est très simple. On pousse dans les retranchements parce que le narratif est baissier. Dès lors, que fait la majorité ? Ils shortent. Et on le voit très bien, on le remonte très régulièrement, mais le narratif est extrêmement baissier. Au niveau de l'Angleterre, c'est 12% net, 88% net short. En France, c'est 78% net short. En Germany, donc pour le DAX 30 ou DAX 40, c'est 77% d'export. Au Wall Street, il y a 7 opérateurs sur 10 au niveau du sentiment qui est baissier sur Wall Street. Que fait le marché ? Il monte. Et évidemment qu'il monte. Mais n'ayez pas raison trop tôt. Moi, je vois bien sûr le truc un peu comme ça qui pourrait éventuellement faire quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce que les banques centrales ne plieront pas. Garderont des taux relativement hauts alors que l'inflation va continuer à baisser, les taux vont repartir au-dessus de l'inflation, au-dessus des taux directeurs, et le marché sanctionnera. En fait, mettez-vous à la place d'une banque, et mettez-vous à la place de la smart money, mettez-vous à la place de très gros portefeuilles. Pile, regardez bien ça, pile, je gagne contre le sentiment, je prends mes profits, je gère mon risque, face, je gagne également. Pourquoi ? Parce que je rachèterai vis-à-vis des profits que j'ai pris plus haut. Et partez du principe qu'ils prennent des profits à chaque instant. Et ils gèrent leur risque à chaque instant. Dès lors, pile je gagne, face je gagne. Ok ? Et si jamais ça ne se passe pas comme ça, parce que l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner, et si ça fait quelque chose comme ça, à ce moment-là, ils seront de toute manière engagés. Ils seront de toute manière positionnés. Moins positionné, donc à un moment donné, le volume acheteur va s'amenuiser, et puis à un moment donné, on va consolider, et on finira bien par respirer. Et on suivra la tendance. Premier arrêt, zone de rechargement 0,50 ou zone de rechargement très long terme, pourquoi pas, et craque potentiellement de tous les temps. La tendance, restons notre ami. Et on vous expliquera que même si on vient chercher les 2800 points ou les 2300 points sur le S&P 500, ce sera potentiellement une opportunité en or. Partez du principe que beaucoup de retailers ont payé de l'argent ici, et évidemment. Mais je ne courrai pas derrière ce prix en tant qu'investisseur. En tant que trader, pas de problème. Sur Bitcoin, les crypto-monnaies, les valeurs tech, les valeurs IA, les valeurs ce que vous voulez, aucun problème avec ça. Suivez le move, suivez la tendance, et historiquement parlant, les valeurs indicielles sont, quoi qu'il arrive, croissantes. C'est 7% par an, de façon linéarisée, ne vous prenez pas la tête. On avait d'ailleurs fait cet exercice-là, où que vous vous placiez en termes d'indice, vous mettez un capital, je dis une bêtise, vous mettez 10 000 euros sur le S&P 500, que vous le mettiez ici, que vous le mettiez ici, que vous le mettiez ici, ça gagne par rapport à tous les traders d'indice. Voilà, vous êtes rentable et vous gagnez plus au bout de 10 ans que tous les traders d'indice. Vous mettez 7% par an, pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous avez gagné. Pas de problème avec ça. Et ça, pour le coup, Warren Buffett le défend très fort. Et il a raison de le faire. Parce que vous n'avez pas de stress à balancer 10 000 balles ou une quote-part de votre patrimoine en patrimoine financier sur un indice. Vous ne prenez pas trop la tête et puis vous rouvrez votre compte dans 10 ans ou dans 20 ans et vous bénéficiez bien évidemment des rendements cumulés et des dividendes cumulés. Tout simplement. Je voulais vraiment vous remettre dans ce contexte-là, parce que je garde toujours mon plan. Donc bien sûr, je l'alimente, ce plan-là. Donc j'ai des billets qui sont extrêmement forts. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de les tenir, mais
pensez bien à gérer votre risque. Parce que si vous ne le faites pas, les opérateurs de marché et la smart money le fera à votre place. Soyez complètement convaincus. Face, ils gagnent. Pile, ils gagnent aussi. Et ils géreront bien évidemment leur risque. On était survendu. Donc bien évidemment qu'on partira très probablement dans le surachat. Et on commence à l'observer pour pas mal de nos cryptoactifs préférés. Mais avant d'en parler, je reviens par rapport à quelques petites news. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que je les ai ces petites news-là? Ah non, on va parler avant de continuer les news, je vous parle du sondage. Je voulais pas l'oublier. Hier, je vous ai fait ça, je vous remercie infiniment d'ailleurs d'y avoir répondu pour 500 d'entre vous. Des dizaines de projets novateurs voient le jour chaque jour et partout en France et dans le monde. Projets crypto, NFT, gaming, start-up, fondations, associations, etc. Les principales promesses des technologies blockchain sont avant tout la transparence dans leurs activités, transactions, liquidités, capitalisation, transparence. Et la gouvernance par leur communauté utilisateurs, investisseurs, holders et en termes de décision, de direction. Plus vous avez de tokens d'un projet, donc plus vous détenez des actions ou plus vous détenez une quote-part de ce projet, plus vous avez un point décisionnel par rapport à ce projet. D'autres choses viendront en termes de gouvernance, je pense qu'on peut l'évaluer, plus ou moins démocratiquement, si vous voulez, mais elles sont là, les deux grandes promesses. Dès lors, je me pose une question, et je me suis posé une question parce que j'ai beaucoup échangé hier avec un projet qui n'est pas en fait dans les blockchains, mais qui tend, entre guillemets, à essayer de surfer sur cette idée-là, mais sans pour autant être une blockchain, et je me suis dit, ça m'a dérangé. Émotionnellement, ça m'a un tout petit peu dérangé. Pas forcément que ce projet ne soit pas bon ou bon, mais dans l'idée où il y avait peu de transparence. Je posais des questions, je n'avais pas les réponses à ces questions. Non, ça c'est confidentiel. Non, ça on peut pas en parler. Combien vous avez d'utilisateurs? Non, ça on peut pas vraiment en parler. Donc vous avez des gros chiffres qui arrivent sur un site internet qui sont plus ou moins vérifiés, que personne en fait n'attaquera en justice pour savoir si oui ou non ils ont tant d'utilisateurs, comment ils gèrent leur liquidité. On parle aujourd'hui d'investissement, ils ne sont pas régulés, ils ne sont pas enregistrés au niveau de l'AMF et ils lèvent de l'argent, et ils lèvent d'ailleurs beaucoup d'argent. On parle de plusieurs millions d'euros levés sur un projet français. Et j'aime beaucoup vous parler, vous savez, de projets français, qui soient de près ou de loin liés aux technologies blockchain, ou non bien évidemment, mais que ce soit plutôt des valeurs de croissance et plutôt des innovations technologiques, bien évidemment, tout simplement. Dès lors, pourriez-vous aujourd'hui investir ou participer en tant qu'utilisateur dans des projets qui ne proposent pas ce minimum de transparence ou ce minimum de gouvernance, mais dont la proposition de valeur est réelle, et l'investissement potentiellement rationnel? C'est toujours la même chose. Je vous ai donné des petits exemples imaginaires, donc des choses qui étaient donc pas cotées en bourse, c'était ça l'idée, c'était de pouvoir utiliser ces outils, si vous voulez, sans pour autant être coté en bourse. Est-ce que vous irez ou pas là-dedans? La question reste ouverte. Donc je vous ai mis Robinhood par rapport à Robinhood, je vous ai mis Soror à la place de Sorare, Ethereum ou Société Générale par rapport à Société Générale, mais des trucs qui sont pas cotés en bourse, vraiment des petits projets qui viennent de lever quelques millions de dollars et qui potentiellement peuvent faire des milliards de dollars demain, je ne le sais pas. Et vous êtes en fait 70-30, à peu près, voire 75-25. Non, la technologie blockchain sont l'avenir uniquement, et je trouve ça très intéressant. Oui, je peux faire confiance à ce projet s'il me semble intéressant, s'il me semble incroyable, génial, etc. Ou il n'y a pas que les cryptos dans la vie, cela ne m'importe pas. En gros, on est 70% à dire oui, il n'y a pas que les cryptos dans la vie et je pourrais éventuellement me diriger vers d'autres projets, même si j'ai pas cette gouvernance et cette transparence par rapport à la gestion des liquidités, par rapport à la gestion des décisions qui sont prises au sein de pas au sein de la communauté, mais au sein de la gouvernance de l'entreprise. Ok, 7 sur 10, ça me convient bien. Moi, c'était juste pour vous partager ça. Je sais pas si j'avais été très clair dans cette demande-là, mais ça m'a un tout petit peu dérangé parce que on a tendance à être très transparent, sans langue de bois. Vous savez, quand on fait des petits amas avec Cyrus ou avec Anthony de Swissborg ou avec d'autres, ou avec Clément de Bybit, c'est pas de langue de bois, quoi. Et ils le disent d'ailleurs dans leur... On n'a pas trop le droit de le dire parce qu'on l'a pas encore communiqué, mais on va quand même le dire parce que de toute manière, ce sera communiqué. Partez du principe que dans tous les autres projets ou dans toutes les autres idéalisations d'une nouvelle société, peut-être naissance qu'on est en train de bâtir et en train de construire aujourd'hui, partez du principe que ça deviendra la norme. Et quand je te demanderai combien tu as d'utilisateurs, tu me donneras combien tu as d'utilisateurs, et je pense qu'on va aller vraiment dans le bon sens. Plus de démocratie, plus de gouvernance, et plus de transparence. En somme, vous n'êtes pas forcément beaucoup à que ça dérange, mais peut-être que ça peut changer vis-à-vis du discours que je viens d'avoir. Merci en tout cas d'avoir répondu, ça permet à m'aider et diriger bien évidemment mes recherches, parce que vous savez, on est très sollicité pour parler de projets. Il y a des projets qui sont très intéressants et je prends beaucoup de plaisir à partager. Je partage avec beaucoup, je vous parle bien évidemment pas du tout, mais avec des projets français qui ont vraiment des trucs intéressants sous le pied. Mais voilà, tout simplement.
The Graph. Voici pourquoi le prix de GRT pourrait continuer d'exploser. J'ai pris mon TP numéro 1 sur The Graph, je suis très content, vous êtes très nombreux à l'avoir pris, on en avait beaucoup parlé dans les vidéos des rois du Bitcoin. Deux raisons phares, ou une raison phare. The Graph, incursion dans le marché de l'intelligence artificielle IA. The Graph GRT n'est pas à proprement dit un projet d'IA, mais il est couramment utilisé par les utilisateurs de cette technologie pour l'analyse de la Big Data. Dès lors, Big Data, IA est une évolution. Pas forcément une rupture technologique à proprement parler, comme les technologies blockchain, mais une évolution. Et je vous le dis, je vous le répète, si vous avez des actions de croissance, Microsoft, Google, qui vous voulez, hein, même des projets français, OVH par exemple, hein, je prends un projet français OVH qui est dans le Big Data et dans les serveurs, etc. Bah, s'ils commencent à mettre sur leur site internet, nouveau service IA, nouveau projet, ça va pump en fait. C'est ça la hype. Dès que vous vous appelez IA, ou dès que vous parlez d'IA, ça pump. Si Orange parle d'IA, si Free parle IA par rapport à, je sais pas moi, comment gérer mieux les flux vidéo par rapport à votre VOD sur votre télévision, j'en sais rien, on peut imaginer tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. Honnêtement, je pense qu'ils sont très bons en termes de marketing pour nous parler de ça. Ça fera très probablement, on est peut-être au début d'une bulle comme on a vécu sur les dot-com. Donc ce qui vient de casser finalement mon discours précédemment vis-à-vis des indices. Mais encore une fois, l'IA ne sera qu'une toute petite partie prenante vis-à-vis d'une appréciation du marché global. Si les GAFAM reprennent du poil de la bête, évidemment que ça poussera les indices à la hausse, hein, soyez complètement convaincus. Et puis le crack de tous les temps, ou le crack du siècle, ne sera que repousser, reculer pour mieux sauter, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, un marché ne fait pas que monter. Donc voilà pourquoi vous avez votre réponse vis-à-vis de GRT. Je pense que beaucoup de cryptos qui sont près ou de loin, ou qui vont de toute manière peut-être marketer, si vous voulez, au niveau de l'IA, bah, vont très probablement pumper. Donc GRT, ça a été pris, donc c'est formidable, on est très content. Investissement ici, sur les 21 centimes de dollars. Voilà, maintenant ce truc peut faire ce qu'il veut, il a d'ailleurs un peu baissé, mais voilà, c'est pris, j'ai validé, c'est chirurgical, dirait Hermès. Hein, chirurgical, dirait Hermès. Pile 0,50, ou ça, juste au-dessus d'une toute petite poche de liquidité. Vous savez, parfois je suis un peu gourmand, parce que je crois que j'ai pris un tout petit peu plus de 110% là-dessus, quand je le vois comme ça. Ouais, 134, bon, ça va pas trop gourmand non plus, hein, 110% le minimum. Donc j'avais juste ciblé la petite poche de liquidité au niveau du retour ici, hop, on est petit les chercher, et on repousse vers le bas, bah formidable, hein, prenez, on prend le dip, on prend la vague, on prend tout ce que vous voulez, les volumes sont très acheteurs, je pense que les bulles sont en plein contrôle de ce momentum, aucun problème avec ça, donc tous les retracements sont potentiellement faits pour être achetés, faites très attention sur des leviers d'achat, au niveau de ces crypto-actifs, peu capitalisés, c'est pour ça que ça monte fort, mais ça peut descendre aussi fort, mais le premier arrêt peut être une bonne entrée, ensuite zone de rechargement d'achat, bien évidemment, pour aller tester ce précédent, entre guillemets, neckline du nigue de coup d'un précédent W quasiment trimestriel ici, peut être intéressant, voire aller chercher juste là. Ouais, vous avez la place hein, pour éventuellement suivre ce mouvement. Généralement, quand c'est tendanciellement haussier de façon forte, les premiers arrêts sont généralement défendus. Voilà, je vous dis ça. On dit rien, on le prendra évidemment plus tard. CKB, vous voulez qu'on en parle de Nervos? Avec grand plaisir. Ce fameux layer 1 d'infrastructure. Top scalabilité, plein d'applications de layer 2, pas de problème avec ça. Est-ce que c'est intéressant ou pas, Nervos? Ouais, c'est intéressant, mais c'est très peu capitalisé, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on fait all-in là-dedans? Non, on peut pas faire all-in là-dedans, mais si vous en avez, gardez-le. Moi, je l'ai pris relativement tard sur une capture. Alors, c'est pas comme ça, hein. Là-bas, c'était plutôt comme ça. Hein. Vous voyez le truc un peu comme ça, je sais plus trop comment c'est. Donc, on avait en fait une excursion. Donc, j'ai pris ici dans la poche de liquidité qui se trouvait complètement logique. On peut y aller là-bas, je pense, au niveau de CKB. Comme ça, on le verra beaucoup mieux au niveau de Nervos. Voilà, 155 millions de dollars de market cap, ici voilà, vous aviez tout ça, et on vient chercher en fait la poche de liquidité juste là, donc j'achète là-dedans, et puis derrière on va chercher encore plus bas, on fait même des précédents lots, donc tout le monde part hein, de ce bateau, non, dommage, hein, on vient chercher les holders et les plus téméraires de ce projet Nervos, qui je pense est un bon projet pour être tout à fait honnête avec vous. L'OBV reste complètement croissant, on quitte un enfoncement d'absurdité de survente ici, c'est plutôt intéressant, alors c'est toujours pas, on commence à sortir d'un enfoncement d'absurdité de survente, parce que si on arrive là-haut, bah partez du principe que ça peut partir très très fort. Je suis ma stratégie, je suis exposé sur Nervos, il y a pas mal de vidéos d'ailleurs sur YouTube qui parlent de son fondamental, honnêtement pas mal, mais c'est toujours pareil, ça reste un penny stock dans la cryptosphère, donc moins d'1 milliard de market cap, 150 millions de market cap, si ce truc vaut 1 milliard, et bah vaut 1 milliard, et puis ça nous proposera un x7, et bah c'est formidable, mais je prendrai mes capitaux lorsqu'il se présente. Voilà Pixie, j'espère que je t'ai aidé, mais j'y reste, hein.
De toute manière, la stratégie des 4 euros, c'est une stratégie de risk management. Mon risque est de 100%. Donc, soit tu me donnes mes 110% et je suis content et j'ai des tokens gratos, soit tu me donnes pas mes 110% et part à 0, et ben c'est pas grave. Je suis exposé peut-être à 0,3% dans ce truc-là, ou 0,1% de mon capital investissement dans ce truc-là, donc je le verrai même pas passer, quoi. Hein, si vous voulez, ça peut prendre 800%, je sentirai pas forcément passer sur mon portefeuille entier au niveau des crypto-monnaies, bien évidemment. Mais j'aime bien, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, donc pas de problème avec ça. En tout cas, ça continue à bosser. Vous vouliez qu'on parle de May Finance? Ouais, avec plaisir de parler de May Finance. May Finance, c'est un protocole stablecoin algorithmique, donc pas trop le vent en poupe, hein, au niveau de May, qui est directement corrélé à c'est ça, hein, directement corrélé, enfin collatéralisé par rapport à Matic. Voilà, je crois qu'il y a 50 millions de liquidités dans cet algorithme vis-à-vis de l'USD. Donc, est-ce qu'on investit là-dedans? Bah, non, on n'investit pas dans un... Sauf si vous y croyez dur comme fer, vous investissez plutôt dans Matic. Ouais, Polygon, vous voyez? C'est sur Matic, c'est sur Polygon Matic. Investissez plutôt dans Matic si vous y croyez. Après, c'est toujours pareil. Si ça commence à dévisser ce genre de truc, c'est pas très gros, hein. Pour être voilà, 50 millions de market cap actuellement, donc 50 millions de dollars. Si ça dévisse complètement et si ça se dépègue, bah, ne mettez bien sûr pas tous vos œufs dans le même panier. Il y a plein de, je pense, de bons projets, même algorithmiques, qui sont en train de se mettre en place. Je dirais pas voir ceux qui sont corrélés qui sont en USD, j'irais plutôt voir ceux qui sont en euros. Bah oui, je suis européen et puis j'ai plutôt envie de pousser notre continent, donc j'irai pas forcément investir là-dedans. Mais des trucs comme ça, vous en avez beaucoup en réalité, hein, des petits algorithmes stablecoin algorithmiques qui n'ont pas beaucoup de capitalisation. On en parle régulièrement, mais parce que vous me posez les questions, mais de Angle par exemple. Donc je suis plus là-dedans. Mais si vous voulez investir et vous pensez que May est incroyable, bah, investissez sur la Matic directement, quoi. Mais ça peut éventuellement dévisser. C'est quoi en réalité ce type de truc? C'est pas la mode, hein, ça a toujours existé. En réalité, vous avez la possibilité, dans le protocole, avec des smart contracts, de positionner vos Matic, vos Ethereum, tout ce que vous voulez, donc plusieurs crypto-monnaies, que vous allez en fait collatéraliser pour pouvoir acheter, pour pouvoir en fait vous faire prêter, comme du lending, vous faire prêter du MAI, pour pouvoir racheter plus de Matic, ou pour acheter plus d'Ethereum, ou pour acheter plus de crypto-monnaies visées. Donc en fait, c'est une martingale. Généralement, ça peut monter vite, ce type de martingale, et ça peut s'exploser par terre relativement vite. Clairement, Terra Luna, mais avec peut-être des technicités différemment. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous explique, et tous les développeurs nous expliquent, mais Terra Luna, c'était sûr. Luna, c'était sûr que ça allait se péter la gueule. Ouais, soit vous n'avez pas été très bon en termes d'influence, en termes de marketing, soit le marketing était trop fort derrière pour pouvoir, bien évidemment, qu'on puisse le voir d'un point de vue cohérent et rationnel. Donc, ce qui est fait n'est plus à faire, on va pas refaire l'histoire, bien évidemment, et ben c'est un petit peu la même chose. On peut en fait continuer à emprunter du May. Si vous voyez le May continue à augmenter au niveau de la capitalisation, donc vous passez de 43 à 100 millions, 100 millions à 150 millions, partez du principe que c'est une martingale. En fait, on place du Matic pour emprunter du May, pour racheter du Matic, pour augmenter notre position. Et vous avez un papier comme ça, d'ailleurs, directement sur le livre blanc, j'imagine, au niveau de la liquidation. Hein. Donc faites très attention à ça, je ne le préconise clairement pas. La martingale n'existe pas, les rendements infinis n'existent pas, et on s'est pris un sacré coup à la tête avec Terra Luna. Ok, ou avec Celsius également, hein. C'est à peu près la même chose, et plein d'autres, hein. Genesis, etc. Et, enfin, beaucoup font ça, hein, si vous voulez. Alameda a fait la même chose, hein. On place, on collatéralise, on emprunte pour acheter plus. Pas de problème. Sailor a fait la même chose, hein, avec MicroStrategy. Il a bloqué des bitcoins pour emprunter de l'argent pour acheter plus de bitcoins. Alors il explique que son taux de liquidation est à 3000 $ ou 3600 $. Ouais, mais c'est pas zéro. Et encore faut-il que ce soit la réalité. Peut-être qu'en fait, son prix de liquidation, c'est 9837 $. Hein. Qui sait? Qui sait? Et quand la tendance est haussière, peut-être qu'il a remis une cartouche et maintenant c'est 12 000 $ sa liquidation. Je ne sais pas. En tout cas, ses résultats au niveau de MicroStrategy n'ont pas été très bons au niveau du dernier trimestre 2022. Pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé. J'ai peut-être oublié quelques petites news. Oh, allez, dernière news et après on parle de Total Energy. Ah, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je parle beaucoup, je m'en excuse. Squeezie, Michoulina, situation des influenceurs sont désormais plus efficaces que la publicité elle-même selon une étude. Intéressant. Les mentalités changent, les tendances changent, et est-ce que c'était inévitable? Beaucoup pensent que oui, hein. Beaucoup pensent que aujourd'hui, vous le remarquez d'ailleurs, beaucoup d'influenceurs n'ont jamais pénétré la télévision. Hein. Squeezie a fait quelques plateaux TV, il y a quelques émissions sur ses stars ou des petites choses comme ça, mais les grands influenceurs de ce temps,
Cyprien, Squeezie, etc., n'ont jamais eu des émissions dédiées, Danse avec les stars, par exemple, ou n'ont jamais eu de... Vous comprenez, ces groupes très opaques, très fermés, très dans le consensus, très dans la non-ouverture, et finalement, YouTube, en fait, s'est imposé de lui-même. Aujourd'hui, ça génère des milliards de vues par jour. Aujourd'hui, YouTube, c'est incroyable, en fait, le nombre de personnes qui sont connectées sur ce truc-là. Et tant mieux. Ça permet de faire connaître aussi la chaîne des rois du Bitcoin. On va pas bien évidemment se plaindre et créer des belles communautés bienveillantes. Encore une fois, YouTube est un média au même titre que la télévision traditionnelle. Et je pense que de plus en plus avec Netflix, avec les jeux vidéo qui sont de plus en plus photoréalistes, avec de plus en plus de choses sur Internet, de plus en plus d'outils sur Internet et les réseaux sociaux, nous décrochent en réalité de la télévision. Donc en réalité, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, on nous expliquait que nos enfants, il fallait les décrocher de la télé. Aujourd'hui, nos enfants, il faut plutôt les décrocher de leur smartphone. On ne regarde plus la télévision est en baisse de régime. Fort. Très fort. Et quand ils essayent de le faire avec TF1, avec France Télévisions, avec Groupe M6 en créant Salto, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'ils gardent leur bout de gras. Ouais, on peut mettre Salto, mais par contre, il y a toujours MyTF1. Ouais, on va mettre Salto, mais il y a toujours Sister ou Sisplay. Ouais, on va mettre Salto, mais il y a... Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, soit on le fait à fond, soit on le fait pas, et c'est probablement leur fin, en tout cas leur déclin, qui est présenté dans Midi Libre, un petit journal régional, que j'aime beaucoup, pour le coup, donc allez faire un petit tour toujours très intéressant. On finit juste sur Total Energy, parce que Total Energy fait des bénéfices records. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, intelligence artificielle, non, voilà. Non, c'est pas là, je sais plus. Où est-ce que j'ai trouvé ce truc-là ? Ah bah si, ici. Total Energy annonce une onde de dividendes. Total Energy a fait ses bénéfices annuels les plus élevés de son histoire. Des profits colossaux, 40 milliards de dollars au niveau de bénéfices opérationnels. On parle de 19 milliards de dollars de bénéfices. On parle de 19,5 ou 20 milliards de bénéfices. On n'est plus à 500 millions d'euros près, hein, vous imaginez bien, c'est Total Energy. Et l'action, que fait-elle ? On va regarder ça. Total. TTE. L'action ne fait rien. Eh oui, pricé déjà par le marché. Donc généralement, c'est à ce moment-là qu'on va revoir au niveau des allocations vis-à-vis des ETF, notamment sur le CAC 40, etc. Il y aura le coupon qui sera décroché. Donc s'ils décident de donner 1$ ou 2$, je crois que c'est 1$, hein, 1€, je pense, de dividende. Donc partez du principe que ça va juste se décrocher d'1€, hein, tout simplement. Et derrière, est-ce que c'est déjà pricé par le marché ? Est-ce que ce paradigme est déjà pricé par le marché ? Est-ce que nous sommes dans une énorme réaccumulation avec un spring ici, la rupture haussière, donc nouvelle ATH, retest, et puis derrière, to the moon, je n'en sais rien. Mais clairement, Total reste une bonne action de bon père de famille. Dès lors, ne contrez pas le narratif. Le narratif est boule. Mais c'est même plus boule, c'est des records historiques. La dernière fois qu'on a entendu ce genre de choses au niveau des records de bénéfices historiques, c'est LVMH, ne vous faites pas marcher dessus. Hein ? Ils sont où les records historiques ? Ils sont là les records historiques. Non, ils sont là les records historiques. Et ça monte trop. C'est pas possible. D'ailleurs, même mon Fibo, il est plus bon. Ça monte trop. Peut-être que Total va se transformer en Total. Il sera plus rouge, il sera vert, j'en sais rien. Sur des nouvelles. Partez du principe que les plus grosses boîtes pollueurs dans le monde sont aujourd'hui celles qui investissent le plus dans les énergies renouvelables et les énergies vertes. Juste, il faut vraiment le savoir, ça. Donc, en fait, ça va être complètement contre-intuitif ce que je vais vous dire et je vais clôturer la vidéo là-dessus. Si vous investissez dans les pétrolières aujourd'hui, dans Total, dans Exo, dans tout ce que... Partez où ? Dans Veolia, ou j'en sais rien, ou Engie, par exemple, avec le nucléaire, etc. Partez du principe que ce sont les plus grands contributeurs de la transition écologique. Et les investissements qu'ils font aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un exemple, sur 20 ou 40 milliards de dollars de bénéfices, donc on peut dire 20 milliards, il y a une partie qui sera décrochée aux salariés, généralement c'est relativement plus que ce qui est décroché aux actionnaires, juste pour information, surtout qu'ils ont eu quelques petites manifestations, et en fait il y a plus de 60%, généralement c'est entre 50 et 60% qui sont réinvestis directement, dans des nouveaux produits, dans des nouveaux services, dans des nouvelles infrastructures, dans le déploiement, etc. C'est que ça, Total Energy. Donc ça grossit de plus en plus. Et en fait, plus de la moitié de leur bénéfice opérationnel est réinjecté en investissement. Bien évidemment, pour payer moins d'impôts. Donc vous voyez, nous on va voir ça, on va dire 40 milliards de bénéfices opérationnels et ils payent que 700 millions d'impôts. Ouais, mais en réalité, ils payent 700 millions d'impôts parce qu'ils font des dizaines de milliards d'investissements chaque année. Ou des milliards d'investissements chaque année, ou sur dizaines d'années, ça fait plusieurs dizaines de milliards d'investissements.
Et probablement dans la transition écologique et dans la transition énergétique, dans des nouvelles énergies renouvelables, en tout cas ils sont en proue, si vous voulez, vis-à-vis de ce changement très politisé, très tout ce que vous voulez, très peut-être enjolivé, voire un peu trop, quels que soient les dissidents, ces gens-là font le monde. En tout cas, d'un point de vue énergétique, ces gens-là font le monde, donc non, il faut jamais... C'est un petit peu comme Coca-Cola, si vous voulez, ne vendez pas ça. Si vous êtes dedans, c'est bon père de famille, quoi. C'est haussier, il n'y a pas de problème. Donc est-ce que ça, c'est une magnifique distribution, une magnifique réaccumulation? Si vous prenez la méthode Wake-Off, je pense qu'on est plutôt dans de la réaccumulation ici, et ne soyez pas étonnés que dans les 10 prochaines années, vous avez une action totale à 120 $, dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est super haussier, il n'y a pas de problème. Ok pour ça? Merci à tous. Ray Dalio a shorté l'action, donc si Ray Dalio short l'action et que le truc il fait un nouvel ATH, et quand il débouclera, ça fera un petit pump supplémentaire, me semble-t-il. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.